Pourvu qu'il y ait du sens. Voilà qui résume à la fois sa pensée et l'impulsion donnée à chacun de ses choix. Aujourd'hui, avec Oriane Savouré-Lucas, voyageons et métaphorisons. Beaucoup. La musique, les mots, les rencontres, la profondeur et la légèreté, le podcast, l'accompagnement, la pause qui permet la connexion au beau, la spiritualité, les envies, les conversations. Cette coach, speaker et podcasteuse, inspirée par mes questions vagabondes, se lance dans un récit aux multiples contours, avec, chevillé au cœur, un fil magique et merveilleux. Bienvenue dans la nouvelle saison de Chamade, un podcast de conversations intimes et étonnantes pour faire palpiter votre vie. Avez-vous pensé à vous abonner, à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify ? Je suis Marie Girardin-Lépine, créatrice de la Fantaisie Vagabonde, et j'aide notamment les faiseurs et faiseuses à ciseler leur biographie d'artiste. Commençons par un audit. Ici, avec Chamade, je vous invite chaque mois à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, choisissez. Et si vous restez jusqu'au bout, vous écouterez l'histoire d'une inoubliable fin. Bonne écoute. Bonjour Oriane Savouré-Lucas. Bonjour Marie. T'as vu, je commence par ton nom tout entier. Oui, ça fait très sérieux tout à coup. Oui. Je te souhaite la bienvenue dans Chamade. Merci beaucoup, merci de ton accueil, vraiment. Avec grand plaisir. Je me réjouissais depuis un certain nombre de semaines de ce rendez-vous ensemble. Et moi, pareil. C'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, c'est la cerise sur le gâteau de ce mois de mai. Je suis vraiment très, très heureuse. Ah, génial. Je fais ça là depuis le début de cette saison. Je contextualise. On est dans mon salon et on est mi-mai 2023. Et oui, on a une lumière magnifique d'ailleurs et un ciel là d'un bleu qui va très bien avec le rose du mur de curiosité que j'ai face à moi. C'est parfait. Alors, pour qu'on apprenne à te connaître petit à petit, je te propose un jeu d'introduction. Okay. Je te propose de te raconter avec des lieux. Et pour chaque lieu, tu peux nous dire en 2-3 mots pourquoi tu le cites. Alors, le premier lieu qui me vient, c'est la ville de Rennes. Parce que je suis née à Rennes, j'ai vécu à Rennes pendant 20 ans et ça a été, c'est mon port d'attache, même si c'est une ville qui a énormément changé et que j'ai quittée il y a maintenant 23 ans. Mais voilà, ça reste mon lieu c'est mon enfance en fait qui est là, toute ma construction. Mes parents sont toujours à Rennes, j'ai toujours beaucoup d'amis d'enfance qui sont là à Rennes ou autour de Rennes. Donc voilà, c'est le premier lieu qui vient. Ensuite, il y a Angers parce que c'est ma ville d'adoption, ma ville de cœur où j'habite depuis maintenant 8 ans en famille, et c'est une ville dans laquelle je me sens vraiment très bien. D'ailleurs, c'est une des villes qui est reconnue comme étant une ville où il fait le plus bon vivre, et c'est vraiment pas volé, et tout particulièrement à Angers, moi le lieu qui me plaît beaucoup parmi d'autres, il y a la cale de la Savatte qui est tout près, à 2 minutes de chez moi, où on voit des péniches, on est face au château, et puis il y a aussi en face le quai qui est le nouveau théâtre d'Angers, et on peut prendre un ascenseur et arriver sur moi ce que je considère la plus belle vue sur Angers de la ville. Et j'adore au petit matin, après ma balade le long de la Maine, aller prendre cet ascenseur, grimper en haut, et puis surtout quand la lumière du matin est encore un peu frétillante, d'observer comme ça la lumière sur le château d'Angers, c'est de toute beauté. Donc voilà, je pense à ce lieu-là. Après, il y a la ville de Derby. Derby, c'est en Grande-Bretagne. J'ai passé 1 an dans le cadre d'un programme Erasmus quand j'avais, donc je devais avoir 21 ans. Et c'est alors c'est un lieu que je connaissais pas du tout, une ville où j'ai rencontré ma meilleure amie anglaise depuis, et ça a été aussi une année où il y avait quelque chose de l'ordre d'un envol
aussi d'un passage vers l'âge adulte réel, je dirais, parce que je partais seule vers un environnement complètement inconnu, même si j'ai toujours aimé partir en voyage et toujours été curieuse de découvrir des nouveaux environnements. Là, il y avait quand même quelque chose il y avait quelque chose un peu de sérieux, puis c'était à une époque où Internet était vraiment à ses débuts. Alors, ça fait un peu dinosaure de dire ça, mais c'était un peu ça. Et ce qui fait que, en fait, c'est pareil, les téléphones portables, ça coûtait un bras. En fait, il y avait pas Skype, il y avait pas Zoom, il y avait pas tout ça. Et donc, moi, quand j'appelais mon amoureux, fallait que j'aille à la cabine téléphonique et j'utilisais ma carte internationale pour appeler. Enfin, c'était toute une aventure. Et donc, il y avait quand même quelque chose d'un détachement. Les attaches se détachaient un peu et donc je commençais à créer quelque chose de nouveau avec toute l'envie et les peurs que ça peut apporter. Donc je crois que c'est une ville qui est pour moi importante et notamment comment on appelle ça, la résidence universitaire dans laquelle j'étais, qui pour moi est marquée d'un souvenir particulier aussi associé à cette année-là. Sinon, en d'autres lieux, c'est peut-être je pense à un arbre qui est un vieux chêne qui est sur la maison qui était la maison de mes grands-parents en Centre-Bretagne, que je vais d'ailleurs retrouver ce soir. Et c'est un lieu où j'aime vraiment aller parce qu'il y a une forme de connexion à la nature qui est à ce moment-là très puissante pour moi. Et cet arbre-là particulier, je sais pas, il y a quelque chose d'un lien qui m'unit à lui, qui m'unit aussi notamment à mon grand-père, parce que c'était un endroit où il aimait lui-même beaucoup aller. Oui, je pense que c'est vraiment un endroit où c'est un des moments que je fais toute seule quand j'arrive là-bas. Alors, pas forcément quand j'arrive, mais quand j'y suis, c'est d'aller. Alors, j'adore au petit matin, là aussi, quand toute la maisonnée dort encore, de me lever un peu plus tôt et d'aller marcher dans la rosée du matin, parmi les herbes hautes, jusqu'à ce chêne qui a toujours beaucoup de choses à me raconter. Et puis sinon, je pense au paysage de Bretagne, que ce soit la mer, la forêt brocéliande par exemple, c'est un lieu qui nous invite à nous habiter mieux quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là, tout comme la mer. Enfin voilà, donc c'est pas forcément des lieux précis, mais en tout cas c'est des lieux qui permettent une connexion. Voilà. Des environnements quoi. Des environnements. Ouais. Voilà. D'autres lieux? Comme tu veux. Sinon, je pense à Paris aussi, et notamment, en fait, une des choses que j'aime beaucoup, c'est de déambuler dans les rues toute seule, ou pas toute seule, mais le fait de faire toute seule, ça, je ne suis que mon rythme, et ça j'aime bien. Et de lever le nez en l'air. Et alors je pense à Paris parce que Paris est un musée à ciel ouvert et offre des façades de bâtiments absolument somptueuses à observer. Et moi, je n'aime rien tant que découvrir un détail sur une façade qui me fait voyager immédiatement en fait. Et ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc je le fais aussi à Rennes ou à Angers ou dans toutes les villes finalement dans lesquelles je peux. J'ai la chance de pouvoir me déplacer. Et j'aime le faire aussi dans la nature, mais en ville, j'ai cette appétence particulière pour. Je sais pas, ça peut être une texture, ça peut être un ornement, une plaque. Et tout à coup, il y a un message de quelqu'un qui est né là, ou qui a vécu ça, ou qui a fait ça. Et je sais pas, il y a quelque chose d'un moment de suspension qui me connecte là aussi à quelque chose d'une histoire qui m'éloigne du brouhaha et de la surface agitée du monde, quoi. Donc ça, j'aime bien. Et puis sinon, un endroit, c'est aussi dans les livres, à mon bureau ou face à une page blanche. Voilà, c'est peut-être un endroit, ça va être plutôt un espace-temps qui est pas forcément lié à un lieu particulier où je vais me connecter à la créativité. Alors ça veut pas forcément dire faire des grandes choses, mais écrire, méditer, dessiner.
quelque chose qui m'invite à être en rendez-vous avec moi, parce que je vois les années m'ont amené cette non seulement cette intime conviction, mais cette expérience que pour être bien et avec les autres et être utile aux autres, j'ai besoin d'avoir des temps de moi à moi. Et donc parfois c'est des endroits spécifiques, mais j'aime bien finalement être une voyageuse d'endroit en endroit. Par contre, avec cette intention de soit d'être connectée juste avec moi, soit à l'inverse d'avoir des moments de grand partage, de grande joie. Bon, en tout cas, il y a toujours la question du beau quand même qui revient dans les endroits auxquels j'ai pensé pour te parler. C'est un bon point. On va y venir dans un instant. Avant ça, je voudrais bien que tu nous dises qui tu es, Oriane. Ah, la grande question, qui suis-je ? Alors ça, c'est une question, je sais pas si on y répond vraiment un jour, mais en tout cas, donc je suis Oriane, j'ai 43 ans, je suis... C'est vraiment difficile cette question, je trouve. Au-delà, tu vois, parce que je peux dire ce que je fais. Alors oui, je suis coach, j'ai créé un podcast qui s'appelle Avez-vous choisi. Mais qui je suis, au-delà de qu'est-ce que je fais, je crois que je suis une personne sensible, curieuse, qui recherche toujours le juste déséquilibre entre toutes les contraintes et toutes les envies de la vie. Et puis je cherche toujours à associer légèreté et profondeur. Voilà, je crois que c'est ça qui... Voilà, c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, c'est un fil qui me tient, qui me rassemble même quelque part. Donc voilà, et puis je suis quelqu'un de très curieuse de l'histoire des autres. J'ai toujours 1000 questions. Voilà, et puis je suis quelqu'un, puisque ça fait quand même... C'est le sujet qui te porte et qui t'anime aussi, qui suis constamment curieuse de voir toute la beauté qui peut nous traverser, quoi. Voilà, et de découvrir où se déniche... où est-ce qu'on peut dénicher le prochain grain de beauté. Oh, c'est beau, j'adore. Autour de nous. Ouais. Enfin, autour de moi, en l'occurrence. Alors, qu'est-ce que le beau pour toi, Oriane ? Alors, le beau, tu m'avais... et j'ai écouté, du coup, aussi les réponses de certains de tes invités. Donc, j'ai un peu exploré cette question-là. Ça m'a un peu paniquée. Je me suis dit, mais je sais pas ce que je vais répondre à tout ça. Donc, je me suis dit, bon, on va voir ce qui va venir sur le moment. Donc, qu'est-ce que le beau pour moi ? Je crois que pour moi, c'est vraiment une expérience intérieure. Et c'est une expérience intérieure qui passe par la sensation. C'est quelque chose de très physique pour moi, qui, à la fois dans la manière de capter le beau, dans la manière dont le beau nous traverse, en fait, plus que l'on le capte, je crois. Et puis, c'est quelque chose d'une impression. Enfin, moi, je le ressens souvent dans le cœur. Enfin, il y a quelque chose de très physique hein, quand je m'entends dire c'est beau. Ce qui est fou parce que c'est une affirmation. Et en même temps, comme si moi je dis ça comme si c'était une vérité, alors que ce n'est que ma vérité du moment, quoi. Et je suis toujours étonnée de cet écart entre comment ça se fait qu'on dit c'est beau, alors qu'en fait c'est ce moment-là qui est beau pour nous à cet instant-là. Ça m'a toujours interloquée parce que je me dis il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une vérité, d'une justesse en fait. Donc pour moi le beau c'est cette expérience intérieure qui est le résultat d'une impression à travers des sensations qu'on capte, qui arrivent à nous et puis qui vivent en nous. Et puis je crois que c'est aussi, et du coup, cette expérience intérieure, c'est quelque chose d'un moment qui vient nous toucher au cœur, presque un moment de reconnaissance. Enfin, j'ai souvent cette sensation-là face au beau,
comme si ça m'invitait à reconnecter à quelque chose qui était déjà là en moi, et que ça agissait comme une sorte de rappel. Tu vois, quelque chose de, tu fais partie de ça aussi, tu vois, que ce soit un paysage, que ce soit une lumière, que ce soit un morceau de musique. Il y a quelque chose d'une expérience de quelque chose de plus grand que soi, vraiment, et d'une reliance à... Ça vient toucher en moi quelque chose de profond qui, justement, m'éloigne au moins un temps de la surface agitée du monde, quoi. Et ça, c'est ça que je crois est si bouleversant, quelque part, et qu'on cherche à retrouver régulièrement. Et donc, cette expérience intérieure, j'ai cette sensation que quand je me dis « c'est beau », c'est à la fois quelque chose qui me traverse et qui vient ouvrir quelque chose d'un nouveau. Ça ouvre une nouvelle page à l'intérieur, quoi. Il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur, et du coup, ça peut aussi ouvrir quelque chose de nouveau dans la matière, quoi. À l'extérieur, ça peut être, ça peut donner une envie de créer, par exemple. Ça peut donner une envie de se mettre en mouvement ou de simplement s'arrêter. Donc, il y a quelque chose d'un moment de grâce, en fait. Et en fait, là où j'ai réfléchi justement quand tu m'as transmis cette question de qu'est-ce que le beau, enfin, qu'est-ce que c'est le beau pour moi, il y avait vraiment cette notion de la relation. C'est-à-dire que pour moi, le beau, il y a un potentiel de beau tout le temps, partout, en fait. Par contre, il y a quelque chose de l'ordre de est-ce que moi, je suis dans une qualité de présence, d'attention, de curiosité, non pas dans la force, mais juste dans l'ouverture, pour me laisser traverser par des moments qui sont souvent de l'ordre du détail. Enfin, moi, je sais que je suis souvent bouleversée par des petites choses, quoi. Un exemple. Alors, moi, ce qui marche vraiment immédiatement sur moi, c'est les lumières. Donc, une lumière naturelle. Hier, j'ai fait une balade le long de ma petite balade quotidienne dans la nature et le long de la rivière. Et à un moment donné, j'étais dans ce parc, donc le parc Balzac pour ceux qui connaissent un peu Angers. Et j'étais vraiment, on est au mois de mai, donc on voit toutes ces nuances de vert, une nature qui est quand même très luxuriante. Et il y avait cette lumière du soleil du matin qui traversait en fait les feuillages. Et puis il y avait un silence relatif, mais il y avait les chants des oiseaux par-dessus. Et là, tu vois, c'est vraiment ce que j'appelle les moments de grâce, parce que je me suis arrêtée, j'ai juste pris ma place dans ce moment-là. Tu vois, j'ai habité ma place dans ce moment-là. J'ai pas cherché à capter quoi que ce soit, j'étais juste, voilà, là avec ce que ça pouvait créer comme... j'ai observé cette relation, j'étais en relation avec ce qui se passait là. Et j'aurais pu passer très vite en me disant j'ai un rendez-vous, j'ai un truc, et en fait c'était là, c'était à portée d'oreille, de regard, de toucher, de tout, à portée du cœur, quoi. Et en fait ça pose vraiment cette question de quelle est moi dans quelle mesure je me mets à disposition du beau aussi, dans quelle mesure je crée les conditions pour recevoir le beau, et puis pour l'offrir aussi, parce que qu'est-ce que le beau, c'est aussi je crois que c'est ce qui émane de chacun de nous à partir du moment où on est dans notre singularité, où on est dans moi j'ai jamais été très touchée par ce qu'on appelle l'esthétique du beau, très normé. C'est pas que c'est pas beau, c'est que ça ne me touche pas. Il y a quelque chose d'un peu froid, parce qu'un peu lisse. Et du coup, qu'est-ce que le beau, c'est aussi souvent toute l'histoire qu'il y a derrière, qu'on connaît ou qu'on pressent d'une cicatrice, par exemple. C'est très beau, les cicatrices, parce que le temps a fait son œuvre. Ça dit quelque chose des accidents de la vie, des fausses notes qu'on a pu, qui nous ont traversées. Et puis en même temps, il y a aussi toujours une note d'espoir, quoi, derrière. Donc le beau, c'est ça aussi. C'est l'ouverture, c'est la poésie, c'est le merveilleux, c'est l'espoir. Je crois que ça ouvre, et je crois c'est un essentiel en fait pour moi. Le beau, c'est ce qui nous rend
vivant et ce qui vivifie. Enfin, pour moi, c'est pas un luxe, quoi. C'est pas la cerise sur le gâteau. Pour moi, c'est vraiment le gâteau. C'est le gâteau. Exactement. Un bon gâteau. Et que chacun va créer à sa manière. Et voilà. Donc, je crois que c'est ça, le beau pour moi. Quelle réponse. Waouh. Alors, Oriane, tu as dit que ton podcast s'appelait Avez-vous choisi? Ton travail de coach est axé sur le vaste territoire du choix, comme tu le cites. Oui. Moi, j'aimerais bien savoir quels sont les choix clés que tu as faits qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Alors, je pense que c'est... Bien sûr, alors ce qui est assez évident, il y a le choix que j'ai fait à un moment donné de me dire j'ai envie d'être coach. Donc, je m'étais formée au coaching, j'étais salariée. Je voulais pas forcément être coach, mais je voulais faire du coaching et je voulais accompagner les gens dans ma manière de manager, dans ma manière d'accompagner des projets en utilisant le coaching. Et puis, comme on venait beaucoup me chercher en interne pour justement accompagner, je me suis formée au coaching parce que j'en faisais sans y avoir vraiment été formée. Et puis, quand j'ai été formée et que je me suis dit mais en fait j'ai envie de faire ça beaucoup plus, c'est-à-dire que là aussi je veux plus que ce soit la cerise sur le gâteau, je veux que ce soit le gâteau. Sauf que voilà, là dans l'environnement dans lequel j'étais, ces postes-là n'existaient pas, je voyais pas comment j'allais pouvoir donc petit à petit cette graine-là a commencé à germer et je me suis questionnée comment je vais pouvoir faire du coaching autrement que ce que je fais là, quoi. Et c'est là qu'est née l'idée de créer donc de me lancer en tant qu'entrepreneur. Parce qu'il y a eu ce choix à un moment donné de me dire moi je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, mais en imaginant ce grand saut vers l'entrepreneuriat, j'ai réalisé que j'avais une approche, en tout cas un état d'esprit d'entrepreneur dans ma manière de mener ma vie en fait, et que finalement c'était peut-être juste dans la forme le passage à faire. Donc quand j'ai choisi de quitter le salariat pour me lancer à mon compte et de me dire je vais me créer finalement à partir de qui je suis, de toutes les expériences, toutes les expertises et toutes les envies que j'ai, une forme qui va partir de qui je suis et que je vais tisser ou tailler comme un costume sur mesure, ça a nourri un élan et du coup ça a été un choix forcément déterminant. Et en même temps, je crois que ça remonte bien plus loin que ça. C'est-à-dire que et c'est aussi pour ça que le choix, j'en ai fait c'est un sujet qui m'a toujours passionnée en fait. Depuis que je suis toute petite, donc déjà je me pose 1000 questions depuis toujours, hein, ça ne s'est pas tari. Et puis je suis toujours passionnée par la rencontre de parcours singuliers de personnes et je me suis toujours dit mais comment cette personne-là en est arrivée là où elle en est aujourd'hui dans sa vie. C'est quoi le chemin? C'est quoi les étapes? Et donc petit à petit, j'ai formulé ça en me disant mais ça a été quoi les choix justement qui ont été faits, qui ont été pris par défaut, qu'on a fait à notre place, qu'on a pris de manière inconsciente ou qu'on n'a pas fait justement, le choix de pas choisir. Toutes ces questions-là m'ont vraiment habité et m'habitent depuis longtemps. Et du coup, à chaque rencontre, depuis toute petite, j'écoute les histoires des gens. Vraiment, c'est quelque chose parce que je crois fondamentalement qu'il y a dans l'histoire singulière de chacun, il y a une forme d'universalisme, en fait. Et il y a quelque chose qui vient ça peut être une phrase, une expérience, un tournant qu'on raconte et qui vient résonner. Et c'est en ça, d'ailleurs, que c'est beau. Pour nourrir parce que le beau c'est quand ça vient résonner, il y a une forme de résonance, de reconnaissance, de reconnexion et donc ça ouvre un espace et donc d'entendre tous ces choix là ça m'a toujours passionnée. Et puis moi-même, j'ai fait des choix. Par exemple, donc j'ai commencé la musique très jeune. Je suis rentrée au conservatoire très jeune aussi. Et donc au collège, donc j'étais à Rennes, au collège Anne de Bretagne et au conservatoire de Rennes en musique. Et donc j'ai fait les classes à horaires aménagés au collège. D'accord. Et puis c'était très joyeux au départ et puis de moins en moins. C'est-à-dire que la musique était devenue quelque chose de l'ordre de l'exigence, du devoir, de bien faire, etc. J'avais perdu la joie qui m'avait amenée en fait à la musique quand j'avais
j'avais 3-4 ans et que j'ai commencé la flûte traversière à 5 ans et demi parce que je fallait que j'ai les bras assez longs pour tenir la flûte et où j'étais tombée en amour avec l'hymne à la joie et le solo de flûte que j'avais entendu. J'avais dit je veux jouer ça et donc et du coup j'arrive en 3e et je réalise que ça devient une corvée en fait. Il y a quelque chose d'un fardeau donc j'ai plus envie et donc c'est pas que j'ai plus envie de faire du musique mais j'ai plus envie de le faire dans cet environnement-là. Et je me souviens, j'étais déléguée de classe et j'étais donc au conseil de classe où ça devait être le conseil de classe du 2e ou du 3e trimestre, je ne sais plus. Et où pour chaque élève, on questionne sur la seconde justement. Et donc pour nous, c'était plutôt vous allez en lycée faire un bac musique en fait. Et donc moi, je me souviens très bien de dire non, je retourne, je vais vers un lycée général. Je continue pas. Et je me souviens de la colère c'était pas le directeur, ça devait être le directeur adjoint du conservatoire qui était présent du coup et qui en gros disait, l'a pas dit comme ça, mais que ils avaient misé sur un cheval et que le cheval faisait un refus de saut, tu vois, il y avait un côté un peu comme ça et que c'était pas possible, qu'ils avaient investi, il y avait un côté ROI, tu vois, retour sur investissement et en même temps je me souviens et je me dis quand même parce que du coup en 3e je devais avoir 14 ans, je me souviens de pas avoir dévié de mon axe en fait et de dire non mais en fait moi c'est comme ça et donc cette joie libératrice de retourner vers un lycée tout à fait normal. Moi à 14-15 ans je rêvais juste d'avoir la vie d'une ado tout à fait normale, tu vois. Et donc ça a été déjà un premier choix où je suis sortie du rail quoi. Donc ça a été un choix assez déterminant. Et puis il y en a eu aussi un autre. Donc après, j'ai fait un bac, pareil, fin de seconde. Est-ce que c'est un bac S, un bac ES, un bac L? Et moi j'étais une très bonne élève. Donc la plupart le chemin classique c'était plutôt faire un bac S, voilà. Sûr. Et moi, alors certes j'avais des bonnes notes, mais moi ce que j'aimais c'était les langues, c'était la littérature, j'avais un côté un peu rêveur, tu vois. Et je me voyais pas faire des maths et pourtant j'aimais bien les maths, mais bon voilà, je me voyais pas partir là-dedans. Et donc pareil, il y a eu un côté non, je vais faire littéraire. Bon, j'ai fait littéraire mathématique en les deux, comme ça je gardais un peu tout. Mais je me souviens que ça avait surpris parce que, plutôt chez certains professeurs, parce que j'avais le potentiel quand même de faire un bac S, donc c'était quelque part un peu de l'ordre du gâchis. Fais plutôt un bac S, puis tu reviendras toujours vers le littéraire après si t'as envie. Donc là c'est pareil, il y avait un côté, j'ai pas pris la voie la plus, j'ai pas pris l'autoroute, mais j'ai pas dévié de mon axe non plus. Et ça a été un choix que j'ai jamais regretté et j'ai tellement aimé ça. Et puis après il y a toujours les choix de l'orientation. Parce que moi j'aimais apprendre, mais alors faire quoi dans la vie après, le fameux qu'est-ce que tu vas faire plus tard, qui m'a tellement questionnée, j'ai jamais vraiment eu de réponse à ça d'ailleurs. Et donc je suis partie vers des classes prépa qui moi me permettaient de garder tout ce que j'aimais finalement et donc d'aller creuser les sujets. Donc ça c'était extrêmement réjouissant pour moi, pour la curieuse que je suis et la passionnée de tous ces sujets, de me dire je vais pouvoir aller plus en profondeur. Et puis, petit à petit, tout ça, ça m'a amené à me spécialiser en anglais. Je suis rentrée en dernière année à l'école normale de Cachan, donc je préparais l'agrégation d'anglais. Donc j'avais l'impression tu vois, comme si le paysage se resserrait tout à coup. J'avais pris, pour le coup, des rails. Donc je devais partir sur une thèse où je travaillais sur mon sujet me passionnait, mais je travaillais sur la représentation de la masculinité dans les publicités britanniques de 1950 à 2000. Vous voyez, c'est toujours assez précis, les sujets de recherche. Donc ça me passionnait parce qu'il y avait de l'anglais, mais en fait, il y avait de la sociologie, il y avait des médias, c'était hyper riche, quoi. Et en même temps, je me disais, mais j'ai pas du tout envie d'évoluer, de passer l'agrég, plutôt d'avoir l'agrég et de faire une thèse pour enseigner à l'université. Il y avait quelque chose d'un environnement de travail que je pressentais ne pas être le mien en fait. Mais en même temps faire quoi? Donc là c'est pareil, à nouveau j'ai dit stop. Je me souviendrai toujours d'avoir appelé ma directrice de recherche en lui annonçant qu'en fait j'arrêtais et que je partais. Donc en plus c'était un peu un 180 degrés puisque j'ai cherché sur internet, Google est mon ami, n'est-ce pas, par un après-midi de révision où j'en pouvais plus de me dire mais je vais pas faire prof dans l'éducation nationale, ça va pas le faire.
et je tape anglais offre d'emploi, et donc tout ça m'a amené à être professeur, enfin instructeur en anglais et en français dans la marine nationale chez les fusiliers marins commando marine à Lorient. Donc forcément, tout de suite, on n'est plus sur les bancs de la Sorbonne, ni et du coup, je me souviens de la réaction de ma directrice de thèse, de recherche, qui devait continuer sur la thèse, qui d'abord a été surprise, puis en colère. Là, c'est pareil, il y avait à nouveau le côté, j'ai misé sur un cheval qui fait un refus de saut et ça va pas du tout. Et donc là, c'est pareil, j'ai tracé à nouveau ma voie à ma façon. Donc il y a toujours eu un côté un peu tout pendant que ça a du sens, je reste, et puis après, je crée autre chose. Et ça, on l'entend beaucoup aujourd'hui quand on dit maintenant les jeunes ils se voient plus faire la même chose tout le temps, etc. Mais en fait, ça existait déjà avant. Peut-être qu'on était moins nombreux à faire comme ça, mais moi, ça a toujours été ça. Tout pendant que ça a du sens, oui. Et quand ça n'en a plus, c'est j'arrête ou je continue. Et si je continue comment? Donc voilà, je pense à ces choix-là. Qui m'ont amené, je pense, comme une série de perles qu'on enfile sur un fil pour faire un collier, jusqu'à qui je suis aujourd'hui. Et puis il y a forcément plein de choix que j'ai faits ou que je n'ai pas faits, qui m'échappent, que je vois pas ou pas encore ou pas complètement, et qui font que j'ai aussi été choisie. Voilà, la vie nous choisit aussi parfois sur des chemins. Moi, j'aime beaucoup. Il y a cette phrase de Truffaut qui dit la vie a toujours beaucoup plus d'imagination que nous, et ça se vérifie très régulièrement. Donc voilà, il y a les choix qu'on fait, et puis ceux qui se déroulent sans qu'on en ait conscience, ou on a l'impression que ok, c'est par là. Bon allons voir ce qui se passe par là. Ouais, tu disais que ça existait déjà à l'époque, les gens qui changeaient d'avis, tournaient à gauche puis à droite. Mais en effet, après, il y a peut-être un lien aussi avec Internet et le fait qu'aujourd'hui, il y a tellement plus de manières de communiquer et de savoir des choses sur des gens qu'on connaît pas qu'à l'époque. Mais tu vois, en t'écoutant, je me disais, waouh, mais moi, à ton âge, jamais je me serais sentie cap, en fait, de dire, ça fait 3-4 ans que je fais ça, mais non, finalement, j'ai changé d'avis, je suis allée j'ai exploré, mais c'est pas ça. Donc, vraiment, ça m'inspire beaucoup ce que tu dis, et en même temps, ça me renvoie au fait que moi, ce chemin, je l'ai fait bien plus tard, avec aussi beaucoup de culpabilité, de me dire, ça va te décevoir des gens, tu l'as dit, hein, toutes les personnes que t'as surprises et déçues probablement d'une manière ou d'une autre, qui n'avaient pas compris que t'étais pas un cheval en fait. C'est peut-être juste ça. Disons que je pense qu'en nous on a tous à la fois, en tout cas moi c'est quelque chose que je pense qu'on est quelque part une forme de cheval de course dans la société dans laquelle on évolue, et où on est qu'on le veuille ou non, dans une société de la performance. Et en même temps, on a aussi en nous une part de ce cheval sauvage. Et moi, le schéma que j'ai pu voir, pour moi en tout cas, c'est que il y avait une sorte de moment où, quand c'était plus juste pour moi, c'est pas que je savais pas faire le cheval de course. Je le faisais en général très bien d'ailleurs, mais qu'il y avait un moment, il y avait cette vie, cette notion de justesse. Et c'est justement parce que étonnamment, je m'entends parler de l'axe tout à l'heure. Effectivement, quand tu sens que t'es un peu trop désaxé, il y a presque une force vitale, une nécessité vitale à se remettre dans son axe, en fait. Et du coup, je me souviens plus le nom de ces chevaux sauvages aux États-Unis. Ça va me revenir. Je suis sûre que les gens qui écoutent se disent mais si c'est donc là, si vous l'avez, super. Ça va probablement me revenir, mais en tout cas il y a quelque chose d'un élan de vie qui se manifeste. Et ce qui est intéressant, tu vois, tu disais d'avoir l'impression finalement non, je me suis trompée, c'est pas ça. J'ai jamais eu la sensation de me dire c'était pas vraiment ça, faut que j'aille voir ailleurs. C'était plutôt au contraire, à chaque fois je me suis engagée complètement dans chaque étape, mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, effectivement, ça ne, justement, il y ait cette notion de quelque chose qui nourrit plus pareil, où moi j'apporte plus la même chose, où je sens que mon niveau d'énergie a changé.
T'as parlé de la joie aussi tout à l'heure par rapport au conservatoire. Et ça, et la musique, tu vois, la joie, par exemple, à travers la musique, j'ai réussi à la ramener, mais très longtemps après. Et tu vois, justement, peut-être que pour compléter ma réponse à ta question sur c'est quoi les choix que t'as fait qui t'amènent aujourd'hui, c'est que j'ai ramené aussi, je me suis reconnectée à la part créative en moi. Je lui ai laissé beaucoup plus de place. J'ai osé quitter justement le monde du cheval de course où il faut que ce soit parfait, le bon geste, la bonne manière de faire, etc. qui, moi, finissait par me paralyser. Et j'ai laissé, alors ça c'est un travail, je pense que c'est un travail pour toute la vie, mais en tout cas l'intention que je pose et la tentative que je fais jour après jour, c'est d'essayer d'être de plus en plus dans quelque chose d'un geste juste, sincère, qui n'est pas parfait, parce qu'en fait ça l'est jamais, mais du coup de quitter cet idéal complètement fantasmé de quelque chose qui pourrait être parfait pour me laisser et m'autoriser finalement à tenter des trucs et à me lancer. Et typiquement le podcast, pour ça a été très apprenant pour moi. J'ai eu des moments vertigineux avant de me lancer et c'était quelque chose de fou quoi. Quand j'y repense, ça a été tout un travail d'autorisation, d'acceptation, d'audace, mais qui contribue beaucoup à m'amener là où j'en suis aujourd'hui. Et clairement, le podcast a précédé la création de mon entreprise, justement. Je faisais ça, c'était un peu mon side project, tu vois, mon projet parallèle quand j'étais salariée dès j'ai commencé en 2018. Et un an après, j'ai créé ma boîte, mais parce que j'ai aussi eu quelque chose qui a été nourri, en fait, au fur et à mesure de où j'ai renoué dans la créativité, dans la création, en fait, avec cette part audacieuse en moi et comment j'ai nourri ma curiosité à travers ce médium-là. Ça a été très, très puissant et c'est clairement un moment et une forme qui est déterminante pour le chemin que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ça, c'est clair. Ok. Et donc, aujourd'hui, tu te présentes comme coach, conférencière et podcasteuse. Oui. En tout cas, sur LinkedIn, c'est les trois qui sont cités. Comment ces différentes casquettes concrètement, comment elles s'inspirent les unes les autres, comment elles cohabitent ou se répondent dans ton quotidien? Alors, c'est marrant que tu parles de LinkedIn, parce que sur LinkedIn, il faut marquer justement qui on est, la fameuse question qui es-tu, que fais-tu, dans quelle étagère, tout ça. Et moi, c'est toujours une complexité sans nom, parce que je suis pas la reine de... Alors, je sais faire des synthèses, mais je ne suis pas la reine de la synthèse. Bienvenue au club. Moi, j'adore les détails, j'adore les oui mais et, les oui mais non, mais les non et, enfin tout ça c'est... Bon, en tout cas l'ouverture. Et du coup, effectivement, coach, conférencière, en tout cas speaker, etc. Et puis aussi podcasteuse. Je dirais que le lien, c'est la rencontre, c'est les mots, et c'est, en fait, c'est une posture de coach qui ne me quitte pas, je dirais. Même dans ma manière, tu vois, d'animer soit un atelier ou une conférence ou une table ronde. J'aime bien apporter en fait et proposer aussi des questions un peu de coach quoi, et notamment quand il y a des tables rondes par exemple. Pour moi, c'est pas que les personnes qui sont sur scène, il y a aussi le public qui prend part et que j'ai envie d'intégrer en fait dans la pensée, dans le moment de partage qu'on vit et du coup de mobiliser aussi. Après, voilà, ça se répond comme ça parce que aussi les sujets se nourrissent les uns des autres. C'est aussi parce que je suis visible à travers des conférences, à travers des tables rondes que j'ai certains clients certaines personnes qui viennent à moi pour du coaching, par exemple. Mon podcast, c'est clairement aujourd'hui, c'est la meilleure façon de me rencontrer quelque part et c'est ce qui donne envie à certaines personnes de me contacter pour que je les accompagne en coaching.
Et ça, je l'avais pas mesuré, tu vois, au départ. Comme mon podcast précédait finalement la création de mon entreprise. Moi, quand j'ai lancé le podcast, c'était vraiment mon projet à moi, mon espace de créativité où je mettais tout ce que j'aimais, la voix, la rencontre, poser des questions, découvrir des parcours inspirants, creuser des sujets parce que j'avais le prétexte de faire un billet sur telle ou telle chose, etc. Et puis, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai mis du temps à mesurer le fait que c'était aussi ma vitrine en fait, et que j'avais des gens, et ça, je trouve que on vit à une époque formidable pour ça. J'ai des gens à l'autre bout de la planète qui, je ne sais pas comment, sont tombés sur mon podcast un jour, soit parce ils suivent telle ou telle personne que j'ai interviewée, ou parce que quelqu'un leur a parlé, ou parce que grâce aux algorithmes, ils tombent sur une recommandation de podcast, etc. Mais j'accompagne aujourd'hui des gens qui sont au Canada, qui sont en Suisse, en Belgique, à peu près dans toute la francophonie, voire des expatriés dans d'autres pays. Et je me dis, c'est quand même magique, quoi, d'avoir par un épisode, un podcast, une capsule sonore, t'entends quelqu'un, une voix, un sujet, et la manière dont la personne s'exprime, ça donne envie à cette autre personne d'entrer en contact, en l'occurrence avec moi, et ça ça ouvre une conversation. Donc en fait, je crois que le point commun dans moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les conversations en fait, et comment à nouveau on peut vraiment se rencontrer et quitter la surface agitée du monde pour créer des moments un peu de profondeur où on découvre un chemin, une possibilité, on ouvre en fait grâce à la singularité de l'autre. Et cette mise en résonance des sujets, des histoires, des questions, des problématiques auxquelles on est confronté, des accidents de la vie dont on essaye de se dépatouiller, etc. Je trouve que c'est ça qui me nourrit passionnellement. Et du coup, comme on est des adultes et qu'il faut mettre des étiquettes et des noms, du coup, ça prend la forme du coaching, des conférences, des ateliers en entreprise, voilà. Mais au fond du fond, et le podcast, c'est pareil. Au fond du fond, moi, ce que j'aime, c'est créer des conversations avec mes invités par rapport à des sujets, mais aussi avec les auditeurs parce que j'écris aussi une newsletter qui s'appelle La Graine de la Semaine, et ça génère des conversations avec des gens avec qui je serais probablement jamais entrée en lien s'il n'y avait pas eu cette phrase, ce sujet, cette recommandation d'une lecture qui avait suscité en fait l'envie d'entrer en lien, en fait, en relation. Et je peux te dire aussi que tes graines de la semaine, elles suscitent des conversations à l'intérieur en tout cas, moi, ma propre tête. Super. Si je réagis pas toujours en tout cas, en t'envoyant un message, dans mon cerveau, ça carbure la plupart du temps. Donc, tu vois. Encore une autre épaisseur de conversation. Oui, et j'aime beaucoup ton mot d'épaisseur. En fait, ajouter de l'épaisseur à la vie, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours animée. Ajouter de l'intensité au temps et de la vie à la vie, quoi. Est-ce que jouer, ça rentre dans la catégorie des choses qui rajoutent de l'épaisseur à ta vie ? Alors oui, parce que je pense que tu vas m'annoncer un jeu, c'est ça. Juste la petite précision, moi je suis pas en fait j'étais pas une enfant qui jouait beaucoup par exemple, si ce n'est dans mon imaginaire, tu vois. Mais donc j'apprends à jouer, notamment maintenant que j'ai des enfants. Mais je suis spontanément, tu vois, je suis pas dans le dire mais oui, il faut que je me souvienne de jouer des fois. Mais c'est très bien, donc je suis prête. Non mais là de toute façon, si t'as écouté des épisodes, tu l'as forcément entendu, c'est un jeu rituel maintenant dans Chamad, c'est le ping-pong. Le ping-pong. Le ping-pong verbal. Oh. Génial. T'es prête ? Je sais pas si je suis prête, mais allez, saute et le filet apparaîtra, comme dit Julia Cameron. Exact, le filet de la table de ping-pong. Faut pas se le prendre. Oh bah oui, faut éviter de se prendre en pleine face. Mais... Non, l'idée c'est vraiment de réfléchir le moins possible, et je le dis pour moi aussi parce que c'est pas forcément simple. Mais donc je te lance un premier mot et puis tu m'en lances un en retour. Ok. Et voilà. Et on ping-pong comme ça. Jusqu'à plus soif. Jusqu'à plus soif. D'accord. Alors le premier mot c'est choisir. S'engager. J'étais sûre que t'allais dire ça. Mariage. J'étais sûre que t'allais dire ça. Oh punaise. Surprenons-nous. Mariage. Alliage. Platine. Précieux. Brillant. Brillance. Brillance. Merveille.
Gâteau. Gourmandise. Luxe. Essentiel. Épaisseur. Profondeur. Piscine. Bleu. Méditerranée. Brigitte Bardot. Lunettes de soleil. Bikini. Glace. Violette. Ah, toi aussi. Oh là là. Surprenant. Curiosité. Mûr. Mûr, t'as dit? Ouais. Confiture. Allez, j'en dis un dernier, je te laisserai le dernier. Confiture, figue. Rondeur. Ah, c'est chouette ce petit jeu. Ouais, là. c'est chouette. On a beaucoup réagi. Hein. C'est pas tout le temps le cas, mais j'aime bien. On est sortis du jeu. Les joueuses observatrices. Ouais, il y a une personne qui m'a parlé récemment de l'image de l'archipel, que j'ai adorée, pour parler de comment on envisage sa vie, comme un archipel. Est-ce que tu pourrais citer les îles qui composent ton archipel aujourd'hui ? Waouh. C'est beau, hein ? C'est très beau. Les îles qui composent mon archipel. Alors déjà, il y a ma famille, donc mon mari et mes enfants. Ma famille au sens large, mes parents, mon frère, ma belle-sœur. Mais voilà, c'est une multitude de petites îles qui sont importantes, qui sont plus ou moins proches de l'île que je suis. Il y a l'art. En fait, au-delà de l'art, le beau dont on a parlé. Et si on pouvait dire qu'il y a cette île-là principale de l'art du beau, il y a la poésie, les livres, l'écriture, la voix, le chant, le conte. Ça prend plein de formes, en fait, possibles. Mais il y a cet îlot-là, je dirais. Toute une île qui serait des personnes, plutôt les moments et les personnes, enfin, avec des personnes, les moments de connexion. Et c'est pas si facile, je trouve. Donc, tu vois, ce que j'aurais pu dire, l'île des amis ou des connaissances, etc. Et en fait, ça c'est un sujet qui me questionne beaucoup en ce moment. Et en fait, au-delà des personnes, ce qui me nourrit, ça va être des moments. Et donc, ça peut être des personnes que je vais voir qu'une fois, d'autres que je vais avoir vues depuis toute petite. Parce qu'il y a ces gens-là, tu sais, que t'as pas vu depuis longtemps, puis quand tu les revois, tu repars du même endroit, et en même temps, avec tout ce qui a changé pour chacun, et ça, je trouve ça très puissant. Donc, voilà, ces connexions de cet ordre-là, où il y a un moment de vérité, de sincérité, ça fait partie de mon archipel. Je pense qu'il y a plein d'îles que j'ai pas encore explorées, que je sais pas encore qu'elles sont là. Je pressens qu'il y en a plein d'autres. Et puis il y a une île aussi qui prend de plus en plus de place, qui est la spiritualité, à travers la découverte des traditions du monde. Ça c'est quelque chose, un travail dans lequel je me suis engagée cette année sur un parcours qui va durer 4 ans. Wow. Et qui me nourrit vraiment en profondeur et qui couple justement des enseignements sur les traditions du monde avec des pratiques artistiques et ou corporelles. Donc par exemple, si on fait la tradition de la Chine, du tai chi ou de la calligraphie chinoise par exemple, et ça c'est une île alors qu'on peut connecter à celle du beau et de l'art, mais c'est encore une autre branche. En tout cas une autre île à laquelle j'accorde de plus en plus de place et que je vais visiter de plus en plus souvent. Voilà, donc ça, j'en oublie forcément, mais les mots aussi sont plus globalement sont une île, l'île des mots. L'île des mots, voilà. Que ce qui soit écrit, chanté, parlé, écouté.
Et puis il y a l'île des envies de tout ce qui est pas encore fait, et puis et des surprises que la vie va me réserver parce qu'elle en a toujours, donc. Celle-là, elle doit être grosse et bien chargée. Ouais, je sais pas trop. Tu sais, il y a des îles qui sont plus ou moins accessibles, plus ou moins accueillantes au premier abord, et puis en fait, plein de choses à découvrir, j'en suis sûre. C'est clair. Le parcours en 4 ans, là, dans la thématique de la spiritualité, tu fais ça seule ou Non, c'est dans le cadre d'un institut qui s'appelle l'Institut d'anthropologie spirituelle, okay. Qui est basé à côté d'Angers, et en fait, ça fait partie, tu vois, on parle de qu'est-ce qui fait que tu es là où tu en es aujourd'hui. Le podcast m'a amené à entendre parler d'une personne qui s'appelle Annick de Souzenel, qui a eu 100 ans cette année, qui est toujours là, qui est une femme qui a une vie, un parcours de vie absolument incroyable, et que j'ai eu la chance, du coup, j'avais souhaité interviewer. Quand je l'ai interviewée, on sortait du premier confinement. J'avais pas du tout mesuré l'impact que cette femme avait à travers ses écrits dans le monde entier. Et donc, c'est aujourd'hui l'épisode du podcast qui est le plus écouté, mais de loin, de très loin, et qui m'amène de nombreux clients en coaching aussi aujourd'hui. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, elle m'a parlé de ce parcours, cet enseignement-là. J'étais allée regarder, et puis comme j'étais abonnée à la newsletter, j'avais reçu un mail, puis un deuxième. Je m'étais connectée sur Zoom pour entendre la présentation. Il y avait une petite conférence de présentation. Et quand j'ai réalisé que c'était à 10 minutes en vélo de chez moi, et qu'il y avait des gens qui appelaient du Canada et qui se mettaient à pleurer en ligne parce qu'ils réalisaient que c'était une formation en présentiel et qu'ils ne pourraient pas toutes les 6 semaines venir. Il y a quand même des gens qui viennent de Suisse, etc. Donc on s'engage sur un parcours de 4 ans. Et donc je me suis dit, Oriane, et à un moment donné, la vie t'envoie des signes. C'est le moment, là, c'est à 10 minutes de chez toi. Oui, ça va être du temps. Oui, c'est un investissement dans toutes les ressources, soit le temps, l'énergie et financier aussi. Et en même temps, c'était le moment. Et du coup, j'ai honoré cet appel-là. Et aujourd'hui, du coup, je fais partie d'une promotion. On est une petite trentaine et on se retrouve toutes les 6 semaines pour découvrir une nouvelle tradition. Donc la dernière fois, c'était l'islam. La prochaine fois, ce sera le christianisme. La fois d'après, c'est le judaïsme. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire depuis que je suis ado. Je me disais un jour, je vais creuser un peu tous ces sujets-là, parce que moi, je suis pas quelqu'un d'appelé par les religions. Mais par contre, j'ai réalisé que je m'étais coupée de la spiritualité en rejetant les religions. Et donc, tout ça, j'ai renoué tout petit, fil après fil. Et là, en fait, à travers cette aventure, qui est une traversée humaine, en fait, parce que, en fait, la tête est nourrie, le corps et les sensations sont nourries à travers les pratiques qu'on découvre. Par exemple, j'ai été initiée à la danse des derviches tourneurs. C'est des expériences de vie qui me traversent, en fait, et qui me nourrissent tellement mais je suis tellement heureuse que, voilà, la vie est ainsi faite qu'on rencontre des chemins, des personnes qui nous montrent des possibilités, et puis parfois c'est effrayant de dire oui, mais finalement voilà, là je suis contente d'avoir dit oui. Et de partir du coup sur effectivement, alors c'est 3 années plus une année, 3 ans où en fait chaque week-end et chaque année on creuse un peu plus loin une des traditions du monde, et puis la 4e année en fait on crée une œuvre, que ce soit un écrit ou une œuvre d'art, qui pour traduire ce qu'on a traversé et ce qui nous a traversé au fil de ces 3 années d'enseignement. Et c'est d'une beauté. Moi, je ressors de ces week-ends. Alors encore une fois, c'est quand même ces 3 jours toutes les 6 semaines, c'est pas rien en termes d'organisation, etc. Mais quelle joie. Enfin, il y a quelque chose d'une connexion à la beauté, à la joie, à la profondeur. Je rencontre des gens qui sont sur un chemin qui est forcément différent du mien, mais qui résonne avec le mien de plein de manières. Et moi, je suis tellement en recherche de ces moments où on peut créer les conditions justement de la profondeur, de la résonance, que là, j'ai trouvé mon espace, quoi. Et ça, ça fait du bien.
Waouh, ça a l'air fou. La façon dont on parle, ça a l'air dingue. Donc là, c'est le début, hein. Alors, première année. Là, on va terminer la première année, Ok. du coup, au mois de juin, et puis on reprend en septembre. En fait, c'est un peu comme un cycle de formation, mais c'est tellement autre chose que de la formation, parce qu'il y a quelque chose vraiment d'un engagement entier. Et on est traversé. Enfin, moi, je découvre la plupart des traditions. Je ne les connaissais pas, ou ce que j'avais l'impression d'en connaître était partiel, voire erroné, en fait. Mais en fait, c'est ce qu'on cherche à travers la visite comme ça en profondeur de chacune des traditions, c'est de trouver le fil conducteur, le point de reliance, en fait, entre toutes ces traditions-là. Et ça vient résonner dans nos propres chemins. Qui est forcément singulier par rapport à celui du voisin ou de la voisine, et en même temps il y a quelque chose d'une universalité, en fait, qui est qui ouvre des portes et des espaces intérieurs. Enfin voilà, c'est très excitant, en fait, parce qu'il y a cette profondeur et ça fait naître cette joie de rajouter de la vie à la vie, de l'épaisseur à la vie, de l'intensité au temps, quoi. Ouais. Je vois. Avant de passer au rituel de fin, je voudrais te poser une dernière question. Faut que je choisisse, parce que j'en avais d'autres, mais avez-vous choisi? C'est ça. Je vais choisir. Ah tiens, c'est là. Je suis curieuse. Je suis curieuse de tout, mais est-ce que tu dirais que tu es une femme de début ou une femme de fin? De démarrage ou de conclusion? Alors moi, je suis une femme de démarrage. J'ai été chef de projet pendant très longtemps et j'adore les phases de démarrage pour la créativité que ça nécessite, justement, pour le côté j'essuie des plâtres, je sors mon coupe-coupe et il faut tailler, faut créer la voie parce qu'en fait on sait pas trop exactement où on va, donc ça j'adore. Et en même temps j'adore aussi les conclusions, j'adore les fins. Ce que j'aime pas, c'est la partie au milieu, tu sais, où ça roule, ça tourne, c'est bon, ça marche. Donc là, en général, c'est là où j'aime bien passer la main. Et c'est souvent d'ailleurs pour ça que dans les projets que je menais, je m'arrangeais toujours pour passer la main à quelqu'un d'autre, parce que c'est pas là où moi ça vibre le plus pour moi, et donc ça vibre aussi le plus pour le projet lui-même. Donc j'adore lancer, ça me met dans une énergie de frétillement quand je lance un nouveau projet qui est assez dingue. Et puis en même temps, j'aime aussi les temps où on conclut. Voilà, il y a quelque chose d'une fermeture, parce qu'il y a dans l'intention, en fait, de conclure pour aussi ouvrir autre chose, en fait. Donc c'est toujours dans la logique du début quand même, tu vois. Mais j'aime bien quand les choses alors conclure, c'est parfois tout simplement fermer la boucle, et en fait le fil se poursuit autrement. C'est pas une fin en soi, mais j'aime bien le côté on officialise la fin de quelque chose pour ouvrir autre chose. Ça me plaît bien, même si c'est dans une continuité. En fait, j'aime bien les rituels. Eh bien, la transition est toute faite, merci. Alors, rituel en 2 parties. La première, c'est une question. Depuis que tu marches sur ton chemin de faiseuse de beau, qu'est-ce qui triomphe en toi? Qu'est-ce qui triomphe en moi? En fait, j'ai une citation de Christiane Singer qui me vient, parce que je crois que ce qui triomphe en moi, c'est que je ne lâche jamais le fil de la merveille. Et alors j'aimerais bien la partager, parce que c'est une phrase qui, typiquement, c'est les moments où je me dis c'est beau, tu sais, où tu lis un bouquin, puis tu t'arrêtes, il y a une phrase où tu dis en fait c'est bon, je peux arrêter de lire le bouquin, tout est là. Et elle dit: c'est peut-être notre devoir le plus impérieux de ne jamais lâcher le fil de la merveille. Grâce à lui, je sortirai vivante du plus sombre des labyrinthes. Et cette phrase-là, quand je l'ai lue, je me suis dit bah oui. Alors en plus, elle l'a écrite dans le contexte de la fin de sa vie. C'est dans le bouquin Dernier fragment d'un long voyage, dont je vous recommande chaudement la lecture. Et cette phrase m'a mise en arrêt. Tu sais, ces moments de grâce, en fait, où tu dis cette personne-là, avec ces mots, elle a réussi à dire quelque chose qui vit en moi, mais dans une forme de magma que j'ai pas encore réussi à exprimer. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, waouh, bah c'est ça. Tu vois, je pense que quelque part, en moi, ce qui triomphe,
Et je dis pas que c'est facile, mais en même temps, le triomphe, ça parle aussi quelque part d'un combat avant. C'est de pas lâcher le fil de la merveille. Je te propose de nous raconter un grand moment. Je n'ai aucune idée de ce que tu vas raconter, donc je vais pas l'introduire plus que ça, puisque j'ai pas d'éléments. Mais je propose aux auditrices et aux auditeurs de fermer les yeux pendant qu'on va t'écouter. Et c'est comme ça qu'on va conclure cet épisode de Chamade. À toi, Oriane. Alors, ça se passe le 31 juillet 2016. Je rentre de vacances avec mon mari et mes enfants, et puis je dois reprendre la route le lendemain pour aller voir mes grands-parents, et notamment rendre visite à mon grand-père, donc dans leur maison. Mon grand-père est en fin de vie, et donc voilà, on sait que c'est la fin de sa vie, mais on sait pas pour quand. Et puis nous, on va le voir le lendemain en famille. Et puis ce jour-là, voilà, j'ai eu ma maman au téléphone qui a passé plusieurs jours. Mon grand-père a vu tous ses enfants depuis plusieurs jours. Et puis ma mère a passé quelques jours à son chevet. Elle m'appelle pour me dire il va bien. Alors autant qu'on peut bien aller dans ces moments-là. Mais donc ma maman me dit voilà, du coup je rentre. Elle a besoin de se reposer. Et puis je sais pas, en raccrochant, je dis à mon mari, écoute, on y va demain ensemble. Mais là en fait je ressens presque l'appel. Il faut que j'aille voir mon grand-père. Donc c'est pas prévu du tout. J'explique que je vais y aller, je fais l'aller-retour, je prévois rien d'autre que mon petit sac à main et puis je prends la voiture. Vraiment avec l'idée de revenir et puis le lendemain d'y aller en famille. Mais il y a quelque chose c'est pas d'une urgence, mais d'un appel, quoi. Et donc je retrouve chez mes grands-parents, pas très loin du chêne dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il y a mon grand-père qui a été installé au rez-de-chaussée, en fait, donc il y a son lit médicalisé. Et puis avec ma grand-mère, on est assises autour de lui. Et puis on discute toutes les deux, puisque mon grand-père est inconscient. Et puis je pense que presque pendant 1 heure, voilà, on parle de mon grand-père, bien sûr, mais on parle aussi de toute autre chose, de mes oncles et tantes qui sont venus, ma tante qui d'ailleurs est là, pas très loin, dans une pièce à côté, etc. Et puis à un moment donné, ma grand-mère me dit écoute, je te laisse, j'ai des petites choses à finir. Elle devait s'occuper du linge, et donc je me retrouve toute seule avec mon grand-père. Et puis donc je reste là à côté de lui en silence. Et puis tout à coup, je comprends que c'est la fin, en fait, pour mon grand-père. Donc là, il a une respiration qui me fait me dire, ça, c'est bientôt terminé. Il va partir, il va mourir bientôt là. Et en fait, donc j'ai un instant de panique. Je me lève, je me dis il faut que j'aille chercher quelqu'un. Moi, je suis paniquée parce que j'ai jamais vu la mort, j'ai jamais vu un mort, j'ai jamais accompagné la mort. Je me sens complètement démunie. Et puis en même temps, presque aussitôt, tout s'apaise en moi parce que je me dis il est hors de question que je parte, parce que si je pars, je prends le risque que mon grand-père parte seul, qu'il meure seul, qu'il y ait pas quelqu'un à côté de lui. Alors du coup, je décide de rester, et je sais en même temps qu'il y a ma grand-mère qui est pas très loin, qu'il y a ma tante qui est pas très loin. Mais je veux pas crier, je veux pas affoler, voilà. Donc je reste là, en silence, et puis je me rapproche de mon grand-père. Et puis là, je lui prends la main et je lui parle. Je lui parle à l'oreille et je lui parle je lui dis que tout va bien, qu'il peut partir, que je suis là. Et moi, j'ai vraiment la sensation qu'on s'est choisi, que ce moment-là, on l'a choisi. Il me revient en tête que lui, quand il m'avait parlé du décès de sa propre maman, qui était décédée à l'hôpital, il m'avait dit, tu te rends compte, elle est partie alors que je venais juste de quitter la pièce. Alors je lui dis, tu vois, là je suis avec toi. Et puis je lui parle, mon grand-père était berger, alors je lui parle de ses moutons, de ses chiens, qui l'attendent probablement. Je lui parle de ses parents, je lui parle de toutes les personnes qui sont déjà parties et qu'il va retrouver sans doute. Et puis de manière très étonnante, je me sens très très paisible. Et je me sens aussi accompagnée. C'est assez étonnant parce que j'ai jamais ressenti ça. Je suis toute seule dans la pièce avec mon grand-père, et pourtant je ne suis pas toute seule. Et puis voilà, peut-être que ça dure 10 minutes.
Et puis mon grand-père meurt. C'est son dernier soupir, tout s'arrête. Alors je l'embrasse. Et puis sans bruit, je sors, c'est vraiment quelques mètres plus loin. J'ouvre la porte qui donne sur l'extérieur. Et là, je vois ma tante et une voisine de mes grands-parents et ma grand-mère qui discutent. Et la voisine, elle est venue leur dire que la nuit d'avant, elle a rêvé de mon grand-père, beaucoup plus jeune, qui venait tout souriant lui dire que tout allait bien, qu'il allait partir, mais que tout allait bien. Et puis du coup, je dis rien, je regarde juste ma grand-mère, ma tante et cette voisine. Et puis elles finissent par comprendre. Donc tout le monde rentre dans la pièce. Et puis à partir de là, il y a eu bien sûr des pleurs, de la tristesse, mais aussi la sensation que tout s'est fait avec beaucoup de justesse et avec beaucoup de douceur. Et puis je ressens, moi, une joie profonde, ce qui peut paraître étonnant, mais d'avoir été là où j'avais besoin d'être ce jour-là. Et d'avoir répondu à cet appel, d'avoir honoré cette intuition que j'ai eue d'avancer ma visite. Ça a quelque chose qui m'a alignée et qui a rajouté de la vie à ma vie. Et ce jour-là, je crois que c'est ça, la mort a rajouté de la vie à ma vie. Et puis en plus, j'ai eu droit à un petit clin d'œil de mon grand-père qui adorait rire, qui adorait faire des blagues et qui avait un rapport très compliqué à l'électricité. Il faisait toujours des trucs un peu bizarres. Et puis, ce 31 juillet, contre toute attente, il y a eu une coupure de courant juste dans les 2 minutes qui ont suivi le décès de mon grand-père. Alors j'ai dû me retrouver à appeler. On était un dimanche en plus, en pleine campagne, donc il fallait appeler parce que forcément il y avait les enjeux de climatisation, il faisait très chaud, donc on s'inquiétait justement qu'il y ait plus de climatisation dans le salon. Alors j'ai appelé EDF, j'avais plus de batterie, c'était la totale, donc j'ai emprunté le téléphone de la voisine et j'ai appelé EDF. Et là je suis tombée sur un monsieur adorable, j'avais l'impression de parler à un ange. Et il m'a dit, alors attendez, je regarde, et il me dit, mais c'est très étonnant parce que cette coupure de courant, elle ne concerne que votre propriété, que le secteur de la propriété. Alors j'ai dit, ah oui, d'accord. Donc il me dit, écoutez, vous inquiétez pas, je fais le nécessaire, tout va être rétabli très rapidement. Et je crois que dans l'heure qui a suivi, tout était rétabli. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser que cette coupure de courant si localisée, c'était pas un hasard, et c'était un petit coucou de mon grand-père qui me disait, je suis partie, mais je suis toujours là. Et merci d'avoir été à côté de moi. Merci beaucoup, Ariane. Merci, Marie. Vous venez d'écouter le 18e épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. C'est l'endroit rêvé où découvrir les coulisses de mes podcasts et autres projets, histoire sensorielle à la clé. Info pour vous abonner dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé nous écouter, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et parlez-en. Vous avez le pouvoir magique de diffuser le beau autour de vous. Et si vous voulez me confier l'analyse de votre texte biographique, rendez-vous sur lafantaisievagabonde.com/audit-biographie. À bientôt! Au fait, si vous cherchez encore, la réponse est les chevaux Mustang.